Alain Madelin, bonjour. Bonjour. Vous avez réuni cette semaine avec Gérard Longuet un dîner... Non, je n'ai réuni personne. J'étais présent à un dîner où mes amis Gérard Longuet et Hervé Novelli avaient invité un certain nombre de leurs amis. Je ne suis pas un organisateur, mais j'étais ravi d'y participer. Bien, écoutez, alors en tout cas c'était un dîner de la galaxie libérale où vous étiez présent et où vous avez dit, c'est un vous collectif, que vous souhaitiez vous affranchir de la tutelle de l'UMP, tout comme les centristes de l'ex-UDF. On va en parler. Non, là ce n'était pas un vous collectif, c'était un vous personnel. C'est un vous personnel, c'est vous qui avez déclaré cela. Eh bien, on va parler tranquillement de tout ça. On va parler naturellement de la crise, on va parler des sondages, mais on va commencer, si vous voulez bien, par le grand discours du 11 novembre prononcé par le président de la République avec la volonté de transformer le 11 novembre en un jour d'hommage aux morts de toutes les guerres. C'est une bonne initiative ? Écoutez, le président de la République est dans son rôle, ça ne mérite pas trop de commentaires. Il y a d'autres préoccupations aujourd'hui, à mon avis, plus importantes pour les Français. Mais est-ce que les Français ne sont pas attachés de toute façon à une commémoration spécifique de chaque événement douloureux pour la mémoire collective ? Je n'ai pas remarqué que le président de la République ait dit le contraire. Non. Le président de la République n'a pas dit le contraire, mais si vous voulez... le président de la République a dit, si j'ai bien compris, qu'il, bien évidemment, chaque manifestation aurait sa tonalité historique, et puis le 11 novembre aurait une tonalité particulière du fait que tous les témoins du 11 novembre 1918 sont aujourd'hui décédés, et que l'on en faisait une sorte de commémoration nationale où on pouvait honorer, y compris ceux qui sont morts dans les conflits d'Afghanistan, par exemple. Voilà, c'est l'intérêt de ce jour-là, justement, de pouvoir aussi commémorer, rendre hommage à nos soldats qui sont morts en Afghanistan. Franchement, je pense que ça ne méritait pas de polémique. Voilà, les propos de François Hollande, je peux les comprendre, ils étaient prudents, mais enfin, franchement, le président de la République est dans son rôle. Il est dans son rôle aussi, parce que ça risque de créer peut-être une polémique, puisqu'il a évoqué longuement dans ce discours la figure de Charles Péguy. Il a fleuri aussi à Villeroy, en Seine-et-Marne, le monument à la mémoire de l'écrivain, Dreyfusard, de la première heure et socialiste. C'est une manœuvre politique ou c'est un geste authentique ? Ça me paraît à l'évidence un geste authentique. Je veux dire, devant les monuments aux morts, il n'y a pas de droite et de gauche. Mais enfin, François Mitterrand, le 11 novembre, fleurissait la tombe du maréchal Pétain. C'était des fidélités d'adolescents. Pardon ? Ça devait être des fidélités d'adolescents. Non, au-delà du mot qui est inutilement méchant, je veux dire, ça correspond sans doute à une conception que le président Mitterrand devait avoir de l'histoire. D'accord. Mais avec ce discours du 11 novembre, la manière dont il a géré le G20, comme on l'a vu à Cannes, le G20, c'est vrai, complètement phagocyté par la crise grecque, est-ce que vous ne trouvez pas que le président a changé de registre, qu'il essaie aujourd'hui évidemment d'apparaître comme un président protecteur? Est-ce que c'est comme ça que vous le ressentez? Est-ce que ça vous rassure, vous? Non, indiscutablement, le président Sarkozy d'aujourd'hui n'est plus le même qu'il y a 2 ans ou 3 ans. Il a pris de la hauteur dans sa fonction et sans doute a-t-il compris que s'il voulait être réélu pour poursuivre ce qu'il avait engagé, il devait y avoir un Sarkozy nouveau. C'est bien normal, les périodes d'histoire sont ainsi faites, c'est que les Français, lors d'une élection présidentielle, votent. Je fais appel à un de mes vieux maîtres, Bertrand de Jouvenel, qui disait cela. Les Français qui votent pour une fonction qui est un peu totémique, celle du chef de l'État, de temps en temps pour un président entraîneur, et il donnait comme symbole Bonaparte au Pont d'Arcole, ou pour un président ajusteur, le symbole de la couronne, Saint-Louis sous son chêne. Regardez, Giscard a été l'entraîneur du peuple du changement, il s'est représenté comme président Saint-Louis, il a été battu par l'entraîneur du peuple de gauche, François Mitterrand, qui s'est représenté à son tour comme un président Saint-Louis, la lettre à tous les Français en 1988. Je pourrais poursuivre longtemps ainsi. Indiscutablement, le premier Sarkozy a été Bonaparte.
le Bonaparte de la rupture, après Chirac. Et je crois que le prochain président, après quand même un peu 5 ans d'activisme présidentiel, devra être plus calme. Plus normal ? Non, pas plus normal. Non, je vous ai dit, les deux figures alternent dans l'histoire de France. Je n'ai pas dit ça, mais devra sans doute être plus rassembleur. D'ailleurs, on le voit bien. Regardez, avec tous les problèmes qui est nés de la crise de la dette publique, il y a une tendance à des gouvernements un peu d'union nationale. Alors, je ne dis pas que nous aurons un gouvernement d'union nationale, mais nous aurons quand même un esprit beaucoup plus rassembleur qui sortira des urnes lors de la prochaine élection présidentielle. En tout cas, Alain Madelin, la cote de popularité de Nicolas Sarkozy remonte dans plusieurs sondages pour la première fois depuis longtemps. À quoi vous attribuez cette embellie ? Est-ce que c'est lié à ce dont on vient de parler ? Je ne suis pas commentateur de sondage, je n'ai pas de compétences particulières. Vraisemblablement, il y a le fait que les Français ont dû penser que lors du G20, les affaires de la France étaient bien conduites. Pour ma part, je suis beaucoup plus réservé sur ce genre de sommet à grand spectacle et je crois qu'il faut regarder les résultats non pas dans les 24 heures qui suivent, mais dans le mois ou les quelques mois qui suivent. Ils sont utiles quand même, ces grands sommets. Ça donne de la visibilité pour nous. Non. Non, c'est votre opinion, ce n'est pas la mienne. Ces sommets, je dis pas qu'ils sont inutiles, ils donnent le sentiment que les affaires du monde sont bien conduites, qu'il y a des gens qui sont aux manettes. La réalité, ayant participé non pas des G20, mais ayant participé des G7 ou des G8, il y a beaucoup de spectacles et assez peu de choses concrètes. Et je crois que les précédents G20 l'ont montré, et que celui-ci, à terme, le montrera. Sauf que à cette occasion, la crise grecque a été merveilleusement rattrapée par Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Ça aurait pu vraiment gâcher l'ambiance, la crise grecque, et ça a été exceptionnellement rattrapé en 24 heures. Je voudrais qu'on revienne au dîner de la Galaxie libérale que vous n'avez pas organisé, mais auquel vous avez participé. Je voudrais que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est que cette Galaxie libérale. C'est un mouvement, un courant, un think tank de la droite. Qu'est-ce que c'est ? Demandez à ceux qui l'ont organisé. Ils ont bien dû vous dire quelque chose. Non, je pense que c'est une initiative des réformateurs libéraux de l'UMP, Hervé Novelli, Châtel, Longuet, etc. Ben, surtout Hervé Novelli, qui a voulu réunir les libéraux réformateurs de l'UMP et puis des gens qui sont largement extérieurs pour essayer de faire peser sans doute leurs idées à la veille de l'élection présidentielle. Ce que j'ai dit à mes amis à cette occasion, je peux développer en quelques mots, si vous voulez. Le premier point, c'est que nous vivons une crise de la dette publique. C'est pas une crise financière qui est née de produits structurés, spéculatifs, émanant des banques. C'est une crise des obligations d'État les plus sûres, notées comme telles par les agences de notation et que l'on a forcé les banques et les assureurs à prendre dans leur bilan. Bien. Donc c'est une crise de la dette publique. Toutes les crises de la dette publique, depuis la Révolution française. La Révolution française, elle est née d'une crise de la dette. Jusque, par exemple, plus récemment, le changement en Angleterre qui a amené Margaret Thatcher au pouvoir. Toutes les crises de la dette publique sont révolutionnaires, en ce sens qu'elles marquent un changement d'époque. On liquide le passé, les mauvais investissements, les dettes du passé, et on permet aux nouveaux, aux neufs, d'émerger. C'est-à-dire qu'au fond, nous sentons bien que nous avons une crise profonde de nos sociétés. Après la chute du mur de Berlin, la mondialisation, les nouvelles vagues d'innovation et de technologiques
symbolisée par ce qu'on appelle la société Internet, décide une nouvelle étape de l'histoire de nos civilisations. Vous avez eu la civilisation agricole, vous avez eu la civilisation industrielle, nous entrons dans la civilisation du savoir numérique. C'est un énorme changement. Toutes les structures verticales sont remises en question, à commencer par tout ce qui est dans l'entreprise, les usines tayloriennes, mais ceci touche également toutes les formes de pouvoir. Donc c'est une énorme remise en cause. Et c'est pas une crise du libéralisme et du laisser-faire, J'ai entendu ça dans les mots d'un célèbre parolier du président de la République, mais je ne pense pas que ça soit exact. C'est une crise de la dette publique. Dette publique. Et à partir de ce moment-là, nous voyons bien que nous avons en réalité trop emprunté. Les gouvernements depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans ont gouverné à crédit, dépensé un argent qu'ils n'avaient pas. Vous dire que les Français ont vécu nettement au-dessus de leurs moyens, c'est ce Non, les États ont vécu au-dessus des moyens des Français, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, on va en parler, et on va parler de la crise, naturellement, mais vous avez dit Je n'ai pas terminé, hein, Attendez, simplement sur un point, parce que je prolonge la question. Ne me reprochez pas de ne pas avoir répondu à votre question. Non, mais on va y venir, puisqu'on va vous interroger longuement, à la fois sur la crise et sur les solutions que vous proposez. La question que vous me posiez, elle portait sur la question est de savoir... Elle portait sur la galaxie libérale. J'ai compris cela. Maintenant, vous pouvez changer de question. Mais j'ai compris que votre question portait sur la galaxie libérale. Donc, je vous ai demandé si je pouvais faire un petit détour pour expliquer le contexte dans lequel ceci avait lieu. Le contexte, si vous me permettez de terminer, donc je vais le faire en 2 mots. Je disais, nous vivons une période de changement révolutionnaire. À partir de ce moment-là, pour faire face à la crise de cette dette, il va falloir, disons, davantage de recettes et moins de dépenses. Et c'est les plans de rigueur que vous voyez mis en œuvre dans tous les pays et à un moindre degré également en France. Je pense que ces plans de rigueur ne sont pas à la hauteur de la crise, qu'il faut aller beaucoup plus loin dans des réformes structurelles pour, en réalité, réussir cette mutation de la France et l'adapter au nouveau monde. C'est ce que j'ai dit à mes amis. À partir de ce moment-là, la politique que vous devez mener, c'est forcément une politique qui consiste à restructurer l'État sur ses vrais métiers, d'un côté, et d'autre part, à libérer fortement la croissance et la compétitivité, car sans croissance et sans compétitivité, on ne pourra pas payer nos dettes, on ne pourra pas assurer le pouvoir d'achat des Français, on ne pourra pas conserver un haut niveau de protection sociale. À partir de ce moment-là, et je termine par là, se pose la question que ces idées-là, qui sont les idées d'adaptation de la France au nouveau monde, qui sont à l'œuvre à peu près partout dans les pays. Regardez les social-démocraties du Nord, qui réussissent la croissance, pas de dette, un haut niveau de protection sociale. Elles ont été réformées grâce à ces politiques que l'on peut qualifier de libérales. Donc je termine en disant qu'à partir de ce moment-là, la question se pose, et je l'ai posée à mes amis, de savoir si le libéralisme devait se traduire en une force politique. Peut-être. À l'intérieur de l'UMP, ça me paraît difficile dans la mesure où l'UMP est devenu un parti conservateur, dirigiste et droitier, que l'offre une image qui n'est pas, à mon avis, l'image d'une politique libérale ou compatible avec les libéraux, ce qui n'empêche pas des libéraux d'être à l'UMP et d'être loyaux et fidèles. Mais je crois est-ce que vous les appelez vos amis ou les gens qui sont proches de vous et qui sont à l'UMP, est-ce que vous les appelez à quitter l'UMP? Non, je dis simplement que puisque l'UMP s'est affranchi des idées libérales et d'une certaine façon a quelque peu marginalisé, sinon éradiqué les libéraux, c'est une chance extraordinaire compte tenu de l'image qu'a l'UMP aujourd'hui pour les libéraux de s'affranchir de l'UMP, non pas forcément en quittant l'UMP, j'ai pas du tout dit cela, mais de s'affranchir de l'UMP en offrant une autre image
que celle des conservateurs de l'UMP. Mais ce que je leur ai dit aussi, parce que les deux sont liés, on ne peut pas isoler une première phrase d'une autre, ce que je leur ai dit aussi, c'est que la question se posait de savoir si les idées libérales n'étaient pas ou n'allaient pas dans les années qui viennent devenir transversales, c'est-à-dire irriguer l'ensemble de la vie politique française et y avoir des libéraux de gauche, des libéraux du centre, des libéraux de droite, y compris des libéraux UMP si vous voulez. Mais c'est peut-être aussi une direction, si je regarde un peu le monde, de la même façon, la comparaison n'est pas excellente, mais de la même façon que les idées keynésiennes ont influencé les gens de gauche à droite, peut-être que les idées libérales ont vocation à accompagner cette mutation de la société, qu'elle soit conduite par des gens de gauche ou qu'elle soit conduite par des gens de droite. Oui, mais alors justement, tout à l'heure, vous disiez que les plans de relance, alors on pense à celui qu'a proposé M. Fillon il y a quelques jours, il fallait aller beaucoup plus loin. Mais si... Non, j'ai pas dit beaucoup plus loin, il fallait aller ailleurs. C'est pas tout à fait la même chose. Bon. Il fallait aller ailleurs, si vous voulez. Il fallait aller ailleurs. Moi, j'ai noté beaucoup plus loin. Mais bon. Mais en disant cela... Comment est-ce que le président, lui, il peut proposer, ou le gouvernement peut proposer des mesures beaucoup plus radicales sans avoir peur pour la prochaine élection qui arrive dans 6 mois? Ça peut aussi effrayer les Français. C'est un dilemme pour le président. Ou bien il apparaît comme un président vraiment réformateur, il risque de pas se faire réélire, ou bien il y va plus doucement et là il a plus de chances d'accrocher les Français. Enfin, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses, peut-être. Oui, mais vous vous situez sur un axe plus doucement ou plus fort. Je pense que c'est pas tout à fait le bon axe et il faut faire autrement. Je m'explique. Prenons l'exemple de moins de dépenses. Moins de dépenses, on a engagé ce qu'on appelle la révision générale des politiques publiques. C'est une petite technique du rabot, voire de la hache, dans les dépenses budgétaires. La hache est un outil extrêmement barbare pour couper dans les dépenses. D'ailleurs, on le voit bien. Il y a beaucoup de secteurs où la suppression du nombre de fonctionnaires atteint le bon fonctionnement du service public lui-même. Mais pas systématiquement pour le non-remplacement d'un fonctionnaire de partir à la retraite. Que nous ayons besoin de moins de fonctionnaires, sûrement. Mais je crois qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ce qu'il faut faire, d'abord, ce sont les réformes de structure. Est-ce que telle mission de l'État mérite d'être exécutée directement par l'État avec des fonctionnaires, ou est-ce qu'on peut l'exécuter autrement? Prenez un exemple très concret. Autrefois, le téléphone, c'était une activité de l'État. C'est devenu une activité privée. Il y a des tas d'activités de l'État qui sont services publics, mais qui peuvent être concédées, déléguées, c'est-à-dire ouvertes à la concurrence, à l'initiative privée. Quels sont les secteurs que vous voudriez voir privatisés? Et donc exécutés de façon beaucoup plus efficace. Dans le domaine de la santé, notamment, ce qui n'empêche pas de garder le système de sécurité sociale que nous avons, un système de haut niveau, encore qu'il baisse, de remboursement de notre assurance maladie, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais lorsque les caisses ou d'assurance maladie ou les mutuelles se comportent en payeurs aveugles, dans un système qui est un système totalement administré, la santé des Français, ce n'est pas la meilleure façon de gérer l'argent public. Dans beaucoup de pays, on pratique la délégation de gestion de services publics et les assureurs ou les mutuelles se comportent, comme on dit, en payeurs avisés, mettant les prestataires de soins en concurrence, regardant le meilleur rapport qualité-prix des soins, etc., ce qui permet d'avoir un haut niveau de protection sociale. Donc, je vous dis, voilà un exemple même pour vous dire, il ne s'agit pas de couper davantage, il s'agit de faire autrement. De la même façon, en ce qui concerne le plus de recettes. Le plus de recettes, à l'heure actuelle, tout le monde rivalise entre, on va augmenter les impôts. Alors, les impôts des pauvres ou les impôts des riches, il n'y a qu'à faire payer les riches, mais il n'y aura pas assez de riches pour payer la facture. La vraie recette, je le disais tout à l'heure, c'est la croissance. La croissance, elle ne se décide pas de l'État. Elle ne se relance pas avec tous les vieux mécanismes sans cesse ressassés. Il n'y a qu'à faire une bonne politique des PME, il n'y a qu'à faire une banque des PME.
PME, il n'y a qu'à faire une bonne politique industrielle. Non, la croissance, elle se libère avec davantage de concurrence dans tous les secteurs et moins de réglementation et une fiscalité plus favorable à ceux qui fabriquent de la concurrence. Donc vous voyez bien qu'il y a là tout un ensemble de réformes que j'appellerais des réformes de structure qui peuvent avoir leur versant de gauche. On peut faire ces réformes de structure en se disant de gauche, ou qui peuvent avoir leur versant de droite, mais qui, dans tous les cas, constituent ce que j'appellerais, moi, on peut enlever le mot si le mot gêne les gens, mais ce que j'appelle, moi, constitue, au fond, une approche libérale de l'économie et de la société qui, à mes yeux, est à l'ordre du jour. Et c'est ce que tous les présidents, puis la République, ou les prochains présidents de la République, ou les prochains candidats, plus exactement, parce qu'il n'y en aura qu'un, les candidats à la présidence de la République qui sont à la recherche de projets devraient aller puiser dans ce corps d'idées-là, parce que sinon, à proposer la rigueur de gauche ou la rigueur de droite, on risque de demander aux Français des sacrifices qui se révéleront inutiles assez rapidement. Sur le plan de sauvetage de l'euro et sur les mesures annoncées par Fillon, vous avez dit que c'était une manière de regonfler un pneu crevé. Qu'est-ce qu'il faut faire au fond en vous entendant il faut changer le pneu totalement, c'est ça ? Alors c'est un problème complexe. À l'heure actuelle, la crise de la dette publique en Europe entraîne d'une certaine façon une crise ou un doute sur un certain nombre de pays de la zone euro et un doute même sur la possibilité pour tous les pays de la zone euro de conserver cette monnaie. Le doute, il est terrible, hein. Et il ne s'agit pas de dire simplement à ces pays, que ce soit la Grèce, l'Italie ou la France, il n'y a qu'à couper dans votre dette, il n'y a qu'à monter des impôts pour enlever le doute. Ce que demandent les marchés financiers, c'est-à-dire les gens qui gèrent notre épargne sur les marchés financiers, c'est d'avoir la certitude que ces pays pourront durablement rembourser leurs dettes. Pour que ces pays puissent durablement rembourser leurs dettes, il faut revenir à une situation où le taux de croissance est supérieur au taux d'intérêt, pour faire simple. Si le taux d'intérêt est supérieur au taux de croissance, ça signifie que votre dette, c'est un peu la boule de neige. Elle continue de rouler. Enfin, quand on sait que je crois que les taux d'intérêt sont de 3 et quelques, et que notre croissance, on parle de 1%, mais apparemment, c'est le gouvernement dit 1%, mais ça sera beaucoup moins en réalité. Exactement. Enfin, d'après les instituts. Exactement. Donc votre réflexion met le doigt sur le problème essentiel. Tous ces plans ne sont pas crédibles si nous ne retrouvons pas une forte croissance. La croissance et la compétitivité sont à l'ordre du jour, ce qui pose un problème de dynamisme intérieur, ce qui pose par ailleurs un problème qui est un peu plus technique à l'intérieur de la zone euro. Comment je fais pour résoudre des différences de compétitivité durables, par exemple, entre les Allemands et les Grecs ? Autrefois, lorsqu'il y avait une telle différence de compétitivité, c'était pas grave. Il y avait une dévaluation. Oui, mais maintenant, quand vous n'avez on peut pas... plus. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas dévaluer après tout. Mais enfin, ça va peut-être nous entraîner bien loin. Vous ne pouvez pas dévaluer parce que, de fait, vous pratiquez des transactions dans une monnaie étrangère. Hein, il n'y a plus de drachme, il n'y a plus de francs. Donc, je ne peux pas dévaluer, moi, l'euro. Je ne peux pas. Donc, vous vous trouvez dans une situation où, à partir de ce moment-là, comme vous ne pouvez plus réajuster par l'écluse monétaire de temps en temps de la dévaluation, il faut que vous ayez en permanence des mécanismes d'ajustement des prix qui font que si les Allemands sont plus productifs, leur salaire augmente, et si les Grecs le sont moins, leur salaire baisse ou en tout cas stagne. Comme on ne l'a pas fait, comme à la faveur de l'euro, au lieu de respecter les disciplines de l'euro, comme je l'aurais souhaité, comme, hélas, et Chirac et Schröder s'en sont affranchis, donnant le mauvais exemple en Europe, on a accumulé
des écarts qu'il faut maintenant, des bulles en réalité, qu'il faut maintenant laisser éclater. C'est extrêmement douloureux. On le voit pour les Grecs, on le verra peut-être pour d'autres demain, mais on le voit pour les Grecs aujourd'hui, c'est extrêmement douloureux pour les peuples et dangereux pour les démocraties. Mais là, avec tout cela, parce que à vous écouter, on pense qu'on n'a pas beaucoup de raisons d'être bien optimiste. Est-ce que vous croyez qu'on va perdre notre note, la fameuse note AAA ? Sans doute, oui, sans doute. Mais dans combien de temps ? Écoutez, je ne sais pas si ce sera avant les présidentielles ou après oui, parce les que, présidentielles, mais logiquement, la plupart des observateurs disent que ce fameux AAA, on ne le mérite pas. On ne le mérite pas. Déjà, nous aurions dû le perdre. Ce qui n'est pas un drame, hein, les Américains l'ont perdu. C'est pas un drame. Le président nous explique que si, malgré tout, c'est un drame parce qu'on va passer d'un taux d'intérêt de 3% à X%, je ne sais plus si c'est 10, 9, 10, 11. L'énorme différence avec les Américains, c'est que les Américains perdent leur AAA, mais c'est dans leur monnaie. Hein, et leur monnaie, si par hasard les gens refusent d'acheter leurs obligations, la Banque centrale américaine peut acheter leurs obligations. Ce qui n'est pas le cas pour nous, dans la mesure où si les Grecs qui ont perdu depuis longtemps leur AAA, qu'ils n'ont pas eu, et où les Français perdent leur AAA, ça a une affectation immédiatement sur notre taux d'intérêt et notre banque centrale ne peut pas acheter nos obligations. Ceci nous amène d'ailleurs à une question qui est une question essentielle, c'est comment sortir de cette crise en Europe. Malheureusement, je dis malheureusement parce que je n'aime pas cette possibilité. Il n'existe aujourd'hui qu'une seule situation, c'est celle où la banque centrale, avec beaucoup de précautions, elle ne peut pas le faire systématiquement, etc., achètera un certain nombre de mauvais papiers. Ils l'ont fait pour la dette grecque, ils l'ont fait pour la dette italienne, ils vont peut-être le faire un peu plus. C'est ce qu'on appelle la monétisation de la dette. C'est dangereux, il ne faut pas la faire tous azimuts, mais à mes yeux, c'est la seule solution. Pour faire simple, nous avons, avec l'euro, essayé de transformer les Grecs en Allemands. C'est très difficile. Les Grecs, résolument, ne sont pas des Allemands. Il restera une solution. Ça n'a échappé à personne. Il restera une solution, c'est de transformer l'euro en drachme. C'est-à-dire, j'exagère un peu le trait, bien évidemment, mais c'est-à-dire, d'une certaine façon, l'euro fort, discipliné, auquel sont attachés les Allemands, auquel moi-même je suis attaché d'ailleurs, est quelque chose qui, à mon avis, ne résistera pas à la crise. Ouais, la bourde, vous avez vu la bourde de l'agence de notation Moody's, qui a dit cette semaine qu'on avait perdu notre 3A, alors que c'était pas vrai. Alors qu'est-ce qu'elle mérite un 000, cette agence de notation ? Une très très forte enquête parce que inadmissible et incompréhensible. Je ne comprends pas, j'attends d'en savoir plus. Est-ce que c'était un communiqué qui était déjà prêt, qui a été envoyé ? Enfin, je ne sais pas. Donc vraiment, très forte enquête. C'est inadmissible et incompréhensible. Totalement inadmissible. Totalement inadmissible. Alain Madelin, le ministre de l'économie et des finances allemand, je ne sais pas si vous avez vu l'interview dans Le Monde ce week-end, il estime que la crise est une chance pour l'Europe. Vous pensez la même chose ? Ça dépend ce que l'on met derrière le mot chance pour l'Europe. Il y a deux choses. Il y a le fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que la crise de la dette publique allait être révolutionnaire, qu'elle allait mettre fin à des mauvaises pratiques, qu'elle allait liquider le vieux et qu'elle allait permettre au neuf d'apparaître. Ensuite, vous avez Arnold Toynbee, le grand historien des civilisations, disait ainsi des crises qu'elles avaient ce côté révolutionnaire et que à ce moment-là, il y avait deux solutions. Première solution, les élites étaient capables de s'adapter et tout allait bien, ou les élites n'étaient pas capables de faire émerger le neuf et le peuple changeait d'élite. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que nous saurons conduire le changement ? La réponse n'est pas du tout évidente. Et je crains, pour beaucoup, qu'il y ait, après beaucoup de tumultes, beaucoup de... Après quoi ? Après la crise, après 2012 ouais, je veux dire, si on n'est pas capable de trouver la voie du changement, il y a généralement des phases de populisme avant que tout naturellement le neuf apparaisse. Mais c'est cette difficulté historique devant laquelle nous sommes aujourd'hui. 10 secondes pour la toute dernière question et autant pour la réponse parce qu'on arrive au terme de l'émission. Tout simplement, Monsieur Madelin, qui allez-vous soutenir en 2012 ? Quel candidat allez-vous soutenir en 2012 ?
À ce stade, je ne me pose pas la question, je me pose la question de regarder ce que les uns et les autres proposeront. Et chaque fois que quelqu'un propose quelque chose qui va dans le bon sens, avec une très grande liberté et honnêteté intellectuelle, je le dis. Chaque fois qu'au regard de mes convictions, quelqu'un dit une bêtise, je le dis. J'ai ainsi fait ces derniers temps des papiers incendiaires contre ceux qui prônaient une idée à mes yeux totalement folle, la TVA sociale, qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche. Très bien. Alors, par exemple, je crois que François Hollande, il prône pas cette TVA sociale. Vous pourriez très bien soutenir quelqu'un comme M. Hollande. Mais Manuel Valls l'a prôné. Monsieur Valls est le seul. Hollande l'a prôné. J'ai d'ailleurs fait. Mais vous pourriez. J'avais d'ailleurs publié un article qui était sous un titre ironique. Non, Monsieur Valls, le PS ne mérite pas. De toute façon, c'est pas lui le candidat. Alors bon, vous me la rassurez. Merci Alain Madelin, ancien président.